Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver sur cette nouvelle petite vidéo filmographie de réalisateur. Et non pas celle sur Tim Burton qui elle, faudra être un peu plus patient, ça arrivera la semaine prochaine. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un réalisateur français. Perso, il y a certains films où je le trouve incompris, dans le sens où à mes yeux certains de ces films sont vraiment sous-cotés. On va en reparler plus tard dans mon top. Mais avant ça, on va brièvement passer en revue toute sa filmographie de 1983 jusqu'à 2019. Et c'est parti. Et oui, je précise aussi que je ne vais pas parler, comme d'habitude, des documentaires qu'il a réalisés, enfin du documentaire qu'il a réalisé, qui s'appelle Atlantis. Je vais vraiment me concentrer sur les films. Le réalisateur français entame sa carrière au cinéma en 1983 à l'âge de 24 ans, avec le film français Le Dernier Combat. On y suit l'histoire d'un homme interprété par Pierre Jolivet qui tente de survivre le plus longtemps possible dans un monde post-apocalyptique où de rares personnes, essentiellement des hommes, ont survécu. Seulement 2 ans plus tard, en 1985, il met en scène le film français également, Subway. Le concept est tout autre. Après avoir volé des documents, un homme nommé Fred, joué par Christophe Lambert, se réfugie dans le métro parisien, un lieu qu'il ne connaît pas du tout. Il va cependant créer des liens avec des gens, dont la femme de sa victime, Elena, incarnée par Isabelle Adjani. A partir de là, un certain rythme va se créer pour Luc Besson, puisqu'en 1988, il réalise l'excellent film franco-italien Le Grand Bleu, qui relate l'amitié de 2 anciens enfants plongeurs rivaux, désormais adultes et amis. Le français Jacques Mayol, interprété par Jean-Marc Barr, et l'italien Enzo Molinari, incarné par Jean Reno. 20 ans après s'être vu pour la dernière fois, Molinari appelle Mayol pour qu'ils s'affrontent de nouveau. En 1990, soit 2 ans après Le Grand Bleu, Besson sort le film franco-italien Nikita. Dans ce film, une jeune femme toxicomane nommée Nikita, jouée par Anne Parillo, est arrêtée et condamnée après avoir participé à un braquage de pharmacie. Cependant, Nikita se réveille dans une petite chambre où un homme prénommé Bob, interprété par Tchéky Karyo, lui annonce son décès officiel et lui propose de travailler pour les services secrets. Suite à cela, le fondateur d'EuropaCorp met en scène le film français Léon en 1994. Ce superbe film met en vedette un tueur à gages répondant au nom de Léon, incarné par Jean Reno, qui après avoir rencontré une jeune fille prénommée Mathilda, jouée par Nathalie Portman, et après que la famille de cette dernière se soit faite décimer par les agents corrompus du sociopathe Norman Stansfield, interprété par Gary Oldman, décide de la prendre sous son aile pour se venger. 3 ans plus tard, en 1997, Luc Besson réalise ce qui deviendra sans doute le film français le plus culte de tous les temps, Le 5e élément. L'histoire se déroule au 23e siècle dans un monde menacé de destruction par un astre rocheux. Le seul moyen de sauver le monde est alors de trouver le 5e élément, ce que va tenter de faire un certain Corbin Dallas, joué par Bruce Willis, un ancien major des forces spéciales devenu chauffeur de taxi, et Lilou, une mystérieuse femme sortie d'un laboratoire interprétée par Milla Jovovich. Le réalisateur français étant tombé amoureux et ayant épousé cette dernière, Besson lui donnera 2 ans plus tard, en 1999, le premier rôle dans son film biographique franco-tchèque sur Jeanne d'Arc, qu'il nommera timidement Jeanne d'Arc. Comme vous l'aurez compris, ce film est une épopée sur la chef de guerre française Jeanne d'Arc, de sa jeunesse pieuse jusqu'à sa mort sur le bûcher en 1431. En 2005, donc 6 ans après la sortie de son film Jeanne d'Arc, Luc Besson réalise le film français Angela. Ce film met en vedette un jeune Marocain nommé André Moussa, interprété par Jamel Debbouze, qui étant au bout du rouleau décide de se suicider en se jetant du haut d'un pont. Interrompu par Angela, une jeune femme jouée par Rie Rasmussen, qui passe à l'acte avant lui, André la sauve et ne peut que la surveiller, Angela lui déclarant qu'elle l'appartient désormais. Ayant déjà accompli beaucoup de choses dans le monde du cinéma français, Besson souhaite désormais réaliser un film pour enfants, ce qu'il n'avait jusqu'à présent pas encore fait. 1 an après Angela, il réalise alors en 2006 le film français Arthur et les Minimoys. On y suit l'histoire d'Arthur, un enfant de 10 ans, interprété par Freddie Highmore, dont le grand-père a disparu 3 ans auparavant. Pour garder la maison de sa grand-mère, jouée par Mia Farrow, Arthur décide de chercher le trésor de son grand-père, mais pour ce faire, il doit entrer dans le monde des Minimoys, les drôles de créatures qui peuplent son jardin. 3 ans plus tard, en 2009, le réalisateur décide de mettre en scène la suite d'Arthur et les Minimoys, à laquelle il donne comme titre Arthur et la vengeance de Malthazar. Je ne vais par contre pas parler de ce dont parle le film pour éviter de spoiler le premier opus. Avant de sortir le 3e et dernier film de sa trilogie française pour enfants, Besson réalise le film français Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec en 2010. Cette épopée on ne peut plus loufoque suit l'histoire d'une romancière détective nommée Adèle Blanc-Sec, incarnée par Louise Bourgoin, qui pour soigner sa sœur cherche à ressusciter le médecin momifié d'un pharaon pendant qu'un œuf de ptérodactyle vieux de 136 millions d'années éclot à Paris. La même année, en 2010 donc, sortira le 3e film sur les aventures d'Arthur, nommé Arthur III, la guerre des 2 mondes. Évidemment, comme pour la vengeance de Malthazar, je ne vais pas parler plus que ça du film, pour éviter tout spoil. Seulement 1 an plus tard, en 2011, en ayant donc mis en scène 3 films en l'espace de 2 ans, Luc Besson réalise le film biographique franco-britannique nommé The Lady. Ce film retrace le fameux combat politique de la Birmane Aung San Suu Kyi, joué par Michelle Yeoh, qui dans les années 80 et 90 a tout mis en œuvre pour libérer son pays du régime politique dictatorial,
tout en essayant de s'occuper un maximum de son mari et de ses 2 enfants, tous les 3 restés à Londres. En 2013, soit 2 ans après, Besson réalise un film franco-américain complètement différent de ses habitudes, que ce soit par rapport aux thématiques, à la mise en scène ou encore au casting, Malavita. On y suit l'histoire d'une famille dont le père, interprété par Robert De Niro, désormais protégé par le FBI, est un ancien membre de la mafia new-yorkaise. Après avoir dénoncé un bon nombre de mafieux, la famille n'a d'autre choix que de quitter Brooklyn et s'installer en Normandie, en espérant échapper à leurs ennemis le plus longtemps possible, tout en essayant de poursuivre une vie normale. L'année d'après, en 2014, c'est un film français de Besson très mal accueilli par la critique malgré son énorme potentiel qui sort dans les salles obscures, Lucy. Après s'être faite capturer par la mafia coréenne, une jeune femme répondant au nom de Lucy, interprétée par Scarlett Johansson, se fait insérer un sachet de poudre bleue dans le ventre, une drogue appelée le CPH4. Après que le sachet est explosé et que la poudre se soit répandue dans tout son corps, Lucy découvre que ses capacités cérébrales, habituellement à 10% comme tout le monde, grandissent de manière exponentielle. La jeune femme va alors se préparer avant que son cerveau n'atteigne les 100% de ses capacités. Le réalisateur français, après quand même 34 ans de carrière, sort en 2017 son nouveau film de science-fiction adapté d'une série de comics qu'il nommera Valérian et la cité des 1000 planètes. L'histoire se déroule au 28e siècle et raconte les aventures de Valérian, incarné par Dane DeHaan, et Lorline, interprétée par Cara Delevingne, 2 agents spatio-temporels dont le but est de préserver l'ordre dans les territoires humains. Seulement, lorsqu'ils seront envoyés en mission sur l'extraordinaire cité intergalactique d'Alpha, tout va se compliquer. Et pour finir, 2 ans après le pur échec financier pour EuropaCorp qui était Valérian, en 2019, Luc Besson réalise le film d'espionnage français Anna. Le film met en vedette une mystérieuse femme prénommée Anna, jouée par le mannequin Sacha Louz, qui au fil du film voit sa carrière d'espionne évoluer. De vendeuse de poupées russes moscovites à tueuse à gages milanaise en passant par top modèle parisienne, cette jeune femme n'a pas fini de nous surprendre. Voilà, on va maintenant passer à mon top 10 de ces films. Je ne vais pas parler de tous ces films. Et c'est parti, on commence sans plus attendre. À la 10e place, un film que je trouve déjà sous-coté, c'est le 2e opus de la trilogie Arthur et les Minimoys, Arthur et la vengeance de Malthazar. Le truc, c'est que les 2 derniers films de la trilogie sont en fait réunis en un film. En fait, c'est une seule intrigue en 2 parties. Ce qui fait que l'un dans l'autre, si on colle le 2e au 3e film, ça fait un schéma narratif complètement normal. C'est lent, voilà, on reparle un peu des personnages, puis à la fin du 2e film, il y a l'élément perturbateur, et tout le 3e film, c'est le dénouement. Donc franchement, je vois pas ce qu'il y a de vraiment gênant à ça. Surtout que le film dure 1h20, je pense, donc franchement, c'est pas gênant du tout. Ce que j'ai trouvé décevant, c'est que le film n'introduit aucune évolution de personnage, peu importe où dans le film, et au début du film, il n'y a aucun personnage qui a évolué entre les deux, et ça, j'ai trouvé ça vraiment dommage. Et aussi l'humour, les thématiques du film que j'ai un peu moins apprécié, c'est-à-dire que le premier était vraiment drôle pour les petits comme pour les grands, et ce 2e film, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tourné vers les enfants. Il n'y a qu'à voir la toute première scène, ça sert juste à rien. C'est le 2e film d'animation, enfin le 2e film pour enfants de Luc Besson. Je trouve qu'il fait assez bien ça, surtout que dans le premier film ça se passe essentiellement dans le monde des Minimoys. Là ça jongle plus entre le monde humain et le monde des Minimoys. Peut-être je confonds avec le 3e, ou peut-être que c'est les 2, enfin je sais plus, mais en tout cas voilà, son travail est convaincant du début à la fin de la trilogie, je trouve. Et en vrai, il n'y a qu'une seule scène que j'ai trouvé moche à regarder en termes de 3D, en termes d'esthétique, c'est la scène du bar avec Max. Mais franchement, le reste, c'est comme dans le premier film, c'est très bien fait. Enfin, c'est très bien fait, c'est assez bien fait. Enfin bref, c'est un film que je trouve assez sous-coté, même s'il n'est pas exceptionnel. À la 9e place, on va parler du coup du premier opus d'Arthur et les Minimoys, qui se nomme Arthur et les Minimoys. Seul film de Besson que j'ai en Blu-ray, voilà, vous le savez que je l'ai en Blu-ray. J'ai trouvé plusieurs choses dommages dans ce film. Déjà, la présentation des personnages qui dure 40 minutes minimum. C'est incroyable, je pense que le film il dure quoi? Allez, il dure 1h30 plus ou moins. Et franchement, l'intrigue met plus de la moitié du film à démarrer. Enfin, peut-être pas plus, mais quasiment la moitié. Et c'est un problème parce que c'est un film pour enfants. Et normalement, les enfants, dans un film pour enfants, c'est censé être très bien rythmé parce que c'est pour les enfants, il faut pas les faire chier. Pour les 2e et 3e films, je me suis fait, mais je trouve dommage l'esthétique des Minimoys. Je les trouve pas du tout cohérents avec le monde des humains, en fait. On passe d'un monde en live action avec des humains normaux à un monde en 3D pas extrêmement bien faite. C'est un petit peu comme si il y a Sid de l'âge de glace qui débarquait à Intermarché. Donc c'est un peu étrange, mais bon. En vrai, ça reste un film pour enfants, donc on s'en fiche un peu. Les personnages principaux sont attachants, les méchants sont vraiment cool. Même s'ils le seront encore plus dans les suites. Un casting de doublage de ouf aussi. En VO, il me semble qu'il y a Jimmy Fallon, Madonna, Robert De Niro. En VF, il y a Mylène Farmer, Cartman, Jack France, etc. Bref, c'est un film divertissant, même si le rythme n'est pas exceptionnel. Évidemment que je le conseille à tout le monde, parce que comme je l'ai dit tantôt, il est accessible à tous les âges. C'est vraiment pas parce que vous êtes adulte que vous n'allez pas l'aimer. Et voilà.
Franchement, c'est un très bon film. À la 8ème place, son film le plus récent que j'ai assez apprécié, mais qui a beaucoup de défauts, c'est le film Anna. Il y a un truc qui m'a énormément gêné dans ce film, un truc que j'ai trouvé pas utile, que j'ai trouvé très excessif et dont j'ai pas trop compris l'intérêt, la sexualisation de l'actrice principale. Besson est censé faire un film d'espionnage avec une belle jeune femme en héroïne principale, mais peu importe, c'est pas le sujet, ça reste un film à la base d'espionnage. J'avais plus l'impression de regarder un film de cul qu'autre chose, franchement. Après, bon, c'est pas vraiment un défaut, mais ça se voit tellement que Besson n'a voulu prendre aucun risque avec ce film, parce que c'est vraiment un film pur Besson, hein. C'est une belle jeune femme en héroïne principale, le titre c'est le prénom de la jeune femme, mi-espionnage, ça fait un peu penser à de la SF, même si c'est pas de la SF, de l'action assez régulière, bref, c'est vraiment un film pur Besson, et on voit vraiment que Ropacorp était vraiment dans la grosse merde après Valériane, qui a été un pur échec. En sachant que Anna n'a pas extrêmement bien marché, je ne sais pas trop à quoi va ressembler l'avenir de Ropacorp et donc de Luc Besson. J'espère que ça va, que les choses vont revenir dans l'ordre. J'ai bien aimé le casting aussi. Sacha Lou, c'est pas actrice, elle a joué que dans 2 films, dont un où elle a très peu de dialogue, c'est Valériane. Franchement, je la trouve convaincante. Ça va, c'est pas digne d'un Oscar, hein. En même temps, elle est mannequin, elle est pas actrice. Mais franchement, ça va. Il y a aussi Luke Evans qu'on a vu dans Le Hobbit, qu'on a vu dans La Belle et la Bête aussi, qui est très bon comme d'habitude. Cillian Murphy, évidemment, que je ne présente plus, Inception, Peaky Blinders, Dunkerque, etc. Comme je l'ai déjà dit, ce film est un film d'espionnage. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de film. Même si le scénario a des défauts, je l'ai trouvé dans l'ensemble très cool, très divertissant, franchement très sympa. Il y a pas mal de moments imprévisibles, dont la fin, que je ne vais pas spoiler évidemment. Conclusion, un film d'espionnage sympa qui a beaucoup de défauts. Personnellement, je l'ai bien aimé, il y en a d'autres qui ne l'ont pas aimé. Bref, un film normal, j'ai envie de dire. À partir de là, on entre dans les films que j'aime vraiment bien, à la 7ème place avec le film Malavita. C'est le film le moins Besson de la filmographie de Besson, d'ailleurs c'est pas lui qui devait le réaliser à la base. J'ai vraiment l'impression que c'est un film de Scorsese, hein, désolé. Dans le scénario, oui, il y a beaucoup de scènes, enfin il y a quelques scènes qui sont pas forcément utiles, le film est déjà pas très long, donc on a essayé de l'allonger avec des scènes vraiment pas dingue, hein. Mais dans l'ensemble c'est une histoire assez cool, vraiment assez originale en soi. Une équipe de mafieux, enfin une famille de mafieux new-yorkaise qui arrive en Normandie, dans un coin totalement paumé de la France. C'est vraiment cool, d'ailleurs ça donne quelques scènes assez drôles. Les persos en eux-mêmes sont cool, même si bon, celui de De Niro c'est une caricature de tous ses anciens persos. Le casting est ouf, c'est je pense évidemment le meilleur peut-être de toute la filmographie de Besson. En vrai, même si j'étais sceptique à la base, parce qu'un film comme ça, réalisé par Luc Besson, voilà, faut appeler un chat un chat. Franchement, il se débrouille bien. C'est un film complètement différent de ce qu'il fait d'habitude, et il fait ça très bien, et j'ai trouvé ça très cool. À la 6ème place, et c'est là que je vais me faire des ennemis, pour moi, le meilleur opus de la trilogie Arthur et les Minimoys, c'est le 3ème. Arthur 3 et la guerre des 2 mondes. Comme je l'ai dit, donc les 2 derniers films sont une seule intrigue en 2 parties. Le premier introduit l'intrigue, donc forcément il n'y a pas grand chose dedans, et le deuxième la conclut, ou en tout cas la dénoue, et du coup il y a énormément, enfin il y a beaucoup plus de choses dedans, et le rythme dans ce film, bordel, je me suis rarement si peu ennuyé devant un film, pour vous dire, mais vraiment, il se passe tout le temps quelque chose de divertissant, de cool, d'utile. Et c'est vraiment cool pour un film pour enfants, c'est vraiment cool. Bon, même s'il y a certaines évolutions de personnages qui sont un peu gnangnan. Narcos, évidemment, qui évolue un peu rapidement et un peu bizarrement, mais on s'en fout, ça reste drôle, c'est un personnage qui est drôle, c'est Marc Lavoine qui le double en VF, je pense. Ce personnage, il est génial. Au départ, j'étais très sceptique de voir Malthazar et son peuple dans le monde des humains, parce que comme je l'ai déjà dit, la 3D des Minimoys n'est pas cohérente avec le monde des humains, donc le fait de directement mettre Malthazar dans le monde des humains, à côté des humains en live action, je me suis dit ça va être nul, ça va être horrible. En fait non, il est bien incrusté, il est assez bien fait je trouve, donc franchement ça passe. Le seul défaut que je trouve à ce film, enfin le seul gros défaut que je trouve à ce film, c'est peut-être les facilités scénaristiques un peu, et bon, le film est assez court aussi, on aurait pu peut-être le rendre un peu plus long histoire de corriger certaines fautes, comme le combat final qui est à mes yeux trop court et pas assez bien introduit, des défauts assez minimes comparés à ce que j'ai trouvé de bon dans ce film, et franchement c'est un super film. Si vous n'avez jamais vu les suites d'Arthur et les Minimoys, je vous le conseille vivement, surtout pour regarder ce film là.
Et voilà. À la 5e place, on va maintenant parler du film Le Grand Bleu, un des films les plus cultes de Besson, un des films français les plus cultes de tous les temps évidemment. C'est un film très beau, visuellement déjà, c'est très beau. Le casting, les personnages sont vraiment cool, j'ai adoré le personnage de Jean Reno et l'acteur est vraiment très bon dedans comme d'habitude évidemment. Pareil pour Jean-Marc Barr et Jacques Mayol qui est extrêmement attachant. À la limite Enzo Molinari il est pas super attachant mais perso je le kiffe quand même parce qu'il est assez charismatique. Mais vraiment Jacques Mayol il est extrêmement attachant, il est super gentil. Et c'est pour ça qu'on l'adore et Jean-Marc Barr est très bon dans le rôle. Ce que j'ai aimé aussi avec ce film c'est que la rivalité entre Enzo et Jacques n'est pas introduite de manière excessive. C'est-à-dire que c'est une rivalité assez subtile en fait. Si ça avait été trop flagrant à voir, ça aurait niqué l'amitié qui est très belle dans ce film. Et donc ça j'ai vraiment trouvé ça très cool. Seul défaut peut-être que tout le monde va trouver à ce film peut-être, c'est qu'il est extrêmement long. Un film comme ça de 3 heures, c'est peut-être pas forcément utile, c'est un peu dommage, mais en soi le film reste excellent et regardez-le, il est disponible sur Prime Video, donc regardez-le. À la 4e place, le film The Lady, un film qui est super beau visuellement, la photographie elle est super belle je trouve, musicalement aussi les musiques elles sont très belles, surtout magnifique et important à regarder éthiquement, moralement. Il y a beaucoup de pays à l'heure actuelle qui sont encore soumis à un régime dictatorial. Quand on voit ce film on se rend compte que c'est triste parce que les dictatures ce n'est plus censé exister à l'heure actuelle et franchement s'il y avait que des personnes comme Aung San Suu Kyi dans le monde se porterait bien mieux. C'est une femme qui est inspirante, qui a des motivations vraiment, vraiment géniales, vraiment magnifiques. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut regarder ce film, il faut en savoir plus, enfin il faut apprendre l'affaire Aung San Suu Kyi. Perso je connaissais pas avant de regarder ce film vraiment, je n'avais aucune idée de qui était cette femme, je n'avais aucune idée pardon, de ce qu'elle avait fait en Birmanie. Et ben, franchement, après avoir vu ce film, je me sentais cultivé et c'était vraiment important. Au final de se cultiver sur ça. D'ailleurs petite information qui vient de tomber au moment où je monte cette vidéo, Aung San Suu Kyi a été arrêté en Birmanie. Je ne sais pas trop pourquoi, je pense que c'est pour de la désobéissance civile mais je ne suis pas sûr. En tout cas voilà, je ne sais pas trop sur quoi va porter sa carrière politique désormais. Mais voilà, c'était juste pour vous informer sur ça, même si peut-être que vous vous en foutez, mais voilà. Les acteurs sont basiques, mais bons. C'est pas exceptionnel, mais ça reste vraiment bon. Si la mise en scène avait été plus recherchée par Besson, le film aurait sûrement été parfait. Et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. Malheureusement, c'est un film qui techniquement parlant, est assez basique. On entre dans la 3e marche du podium avec le film Le 5e élément. Film cultissime, est-ce qu'il mérite d'être cultissime à ce point? Franchement, oui. C'est un super divertissement, c'est très bien rythmé, je trouve. On voit que Besson assume pleinement le côté loufoque du film, et on voit que ça le fait kiffer, et on voit qu'il a vraiment voulu créer le nouveau Star Wars. Et c'est un peu ce qu'il a fait. Par contre, bon, les costumes, les créatures et tout, ça par contre, ça passe plus, c'est pas catastrophique mais ça a mal vieilli. Les acteurs sont vraiment bons aussi. Bruce Willis ça reste un rôle à la Bruce Willis, hein. Un gros dur qui doit sauver le monde. Milla Jovovich franchement magistrale, elle se donne à fond et c'est vraiment cool à voir. Et Gary Oldman comme d'hab qui joue encore un rôle à la Gary Oldman, ça reste un super bon méchant et un super bon acteur évidemment. Mais j'ai surtout oublié de parler du meilleur perso de l'histoire du cinéma, lui. Bref, regardez ce film, un film super cool, un film de SF. Surtout si vous êtes fan de SF comme moi, regardez ce film parce qu'il en vaut vraiment le coup. Et il me semble qu'il est sur Prime Video, je pense. À la 2e place, et c'est là que je vais me faire des gros ennemis sa mère, j'ai mis le film Lucy. Lucy très mal accueilli par la critique, comme je l'ai dit tantôt. Les gens n'ont pas compris ce film. Le problème avec ce film, c'est que les gens, et c'est ce qui me dérange avec le monde cinéphile, avec le public actuel, et c'est surtout le cas dans la SF forcément, c'est que les gens veulent à chaque fois une explication scientifique, ils veulent que tout soit rationnel, tout soit expliqué, tout soit normal, tout soit scientifique. Mais le cinéma, c'est pas que ça. Donc oui, l'évolution du personnage de Lucy n'est pas cohérent scientifiquement parlant, mais on s'en fout. C'est pas le but du film, c'est pas un documentaire le film, c'est un film de science-fiction, c'est censé être divertissant, c'est censé être prenant, c'est censé être cool, c'est juste censé être ça en fait, c'est juste un film de cinéma. Oui, quand je vois les gens qui disent franchement à 30% elle arrive à faire voler des trucs, c'est n'importe quoi, mec, c'est un film de science-fiction, on s'en fout que c'est n'importe quoi, on s'en fout que dans la vraie vie ça n'aurait pas donné ça, on sait très bien que dans la vraie vie ça n'aurait pas donné ça, mais on s'en fout.
C'est un film, c'est une fiction. Le but c'est que ce soit divertissant, et c'est divertissant. Bref, c'était mon coup de gueule. Franchement, j'adore Lucy, j'adore ce film, j'adore Scarlett Johansson, vous savez très bien. Si ça n'avait pas été Scarlett Johansson, j'aurais quand même kiffé le film. Je trouve ça génial de développer à la sauce Besson, évidemment, le fait de pouvoir atteindre ses 100% de capacité cérébrale, parce que c'est très intéressant, mine de rien. Les acteurs sont très bons, Scarlett Johansson, Morgan Freeman. Bon, c'est les deux seuls qui sont vraiment connus, mais ça reste deux très bons acteurs qui sont bons dans ce film. Les effets visuels sont géniaux, la mise en scène elle est vraiment exceptionnelle. Franchement, la mise en scène, dans certaines scènes, Besson va simuler la scène avec un élément de, un extrait de documentaire animalier pour simuler, pour reproduire la scène. Je trouve ça génial. Oui, la fin, elle est décevante. Oui, la fin, elle est pas ouf en soi, mais en vrai, on s'en fout. Le dénouement de la fin, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu. Même si c'est vrai qu'il est un peu, bon, osef. Ce film est génial, et arrêtez de vouloir tout rendre rationnel, arrêtez de tout vouloir rendre normal, parce que le cinéma, ce n'est pas normal, et heureusement, sinon on se ferait chier. Mais ça ne vaut pas mon film préféré de Luc Besson, évidemment, c'est Léon. Le film qui a révélé mon actrice préférée. Voilà, tout simplement, Nathalie Portman. C'est son premier film, elle était déjà excellente dedans alors qu'elle avait, je crois, 13 ans. En étant totalement honnête avec vous, c'est évidemment un des points du film qui m'a fait kiffer le film, forcément. Un film qui a fait découvrir votre actrice ou acteur préféré. Vous n'allez pas le regarder d'un même œil qu'une personne qui n'aime pas cet acteur ou cette actrice en question. C'est logique. Mais évidemment que Nathalie Portman n'est pas la seule chose de bonne dans ce film. Les deux autres acteurs principaux, Jean Reno, Gary Oldman, sont exceptionnels. Gary Oldman, comme d'habitude, magistral évidemment. Mais voilà, bon, Jean Reno reste bon, mais je pense que Gary Oldman vole la vedette à tout le monde dans ce film. C'est génial parce que ce film, il développe quand même une aventure d'un tueur à gages. Et c'est génial parce que ce tueur à gages, il est attachant alors qu'il ne devrait peut-être pas l'être. C'est un film qui est bien rythmé. Le scénario, il a pas beaucoup de failles, si ce n'est pas de failles. Enfin, en tout cas, c'est très minime. Les scènes d'action, elles sont pas censurées, donc elles sont super à voir. Il se passe toujours quelque chose de divertissant. Le film passe très très vite. Il dure, je crois, 2 heures comme un film normal, ou peut-être un peu moins. Mais il passe très très vite. C'est vraiment pour moi le meilleur film de Luc Besson. Donc regardez-le, il est sur Prime Video. Rien que pour Nathalie Portman, regardez-le. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne pour vous connaître la chanson. Comme je l'ai déjà dit, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle filmographie de réalisateur. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!